Madame, Monsieur, bonsoir. Loi de finances entre pression conjoncturelle, programme de soutien aux salariales, notamment pour les enseignants, réforme en tout genre. Bref, quelle serait la recette miracle du gouvernement pour maintenir les équilibres? Toutes sortes d'équilibres. D'abord, il y a cet accord du 10 octobre, donc, de dimanche dernier avec les syndicats des enseignants. Et en soi, il est une dépense qui n'était pas prévue par le projet de loi de finances 2024. Combien coûtera cette hausse des salaires généralisés et dans quelle mesure le gouvernement pourrait-il la financer sans recourir à une loi de finances rectificative? Aussi, lancement dès aujourd'hui de la 10e opération de soutien aux transporteurs routiers. Enveloppe plus de 4 milliards de dirhams. Sans parler des ajustements sur les dépenses liées aux réformes sociales entreprises par l'exécutif. Les charges augmentent, mais quid des ressources? Les dépenses du budget général devraient en effet atteindre 435 milliards de dirhams, soit 6,6% de plus par rapport à la loi de finances 2023, sans oublier la hausse de 35 milliards de dirhams sur l'enveloppe de l'investissement public, donc prévue pour 2024. En somme, certains observateurs sont perplexes par rapport à la capacité de l'État de maintenir la croissance en créant de la richesse et puis aussi à maintenir le degré d'endettement à des niveaux qui ne dépassent pas l'entendement. 3, à maintenir le train des réformes et enfin, et pas des moindres, à maintenir un pouvoir d'achat qui fond comme neige au soleil. Maintenant que le projet de loi de finances 2024 achève son circuit législatif après de longs débats parlementaires qui ont duré, rappelons-le, plusieurs semaines, que pensent les économistes de cette loi de finances entre pression sociale et pression conjoncturelle? Quelles sont les mesures fiscales retenues et surtout pour quels résultats? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir de recevoir donc deux économistes avec moi sur le plateau. D'abord, professeur Mohamed Raj. Bonsoir, professeur Raj. Bonsoir. Donc, vous êtes économiste et je rappelle aussi que vous êtes anciennement président de l'université Hassan Ier de Stade. Bienvenue sur le plateau de questions d'actu une nouvelle fois. Merci de l'invitation. Et en face, l'expert en finances publiques, il ne laisse rien passer et le diable se cache dans le détail. Et c'est justement sur le détail qu'il porte son attention, professeur Hassan Arafi. Bonsoir et bienvenue à vous également. Toujours un plaisir de vous recevoir. Le plaisir est partagé et ravi d'être parmi vous. Marhaba. Avant de parler de la loi de finances, il y a cette note du HCP qui parle d'une hausse. Celle du PIB national pour l'année 2022, on parle d'une hausse de 4,4% par rapport à 2021. Bref, l'économie marocaine a créé quelques 1330 milliards de dirhams en 2022. Donc, c'est une bonne nouvelle, messieurs, professeur Raj, c'est une bonne nouvelle. Le PIB a augmenté quand même de 4,4% par rapport à l'année d'avant. Oui, c'est une bonne 2022. C'est une bonne avec une année agricole difficile. Très maigre. Oui, c'est une bonne nouvelle pour une année et pour une conjoncture très difficile, à la fois sur le plan international, parce qu'on continue toujours à vivre dans une conjoncture très difficile à l'international, au niveau des chaînes de valeur, au niveau de la demande de plus en plus sur les produits marocains, et également à l'intérieur. C'est une deuxième ou bien troisième année de sécheresse. Donc pour moi, c'est une bonne nouvelle, mais malheureusement, malgré ce taux de croissance et avec les mêmes chiffres publiés par HCP, on a perdu beaucoup de postes de travail en 2022. C'est un paradoxe. Voilà une croissance économique qui ne crée pas d'emplois. Et là, il faut réfléchir sérieusement sur ce phénomène, sur ce problème, mais il ne demeure pas moins avec ce taux publié. Combien officiel. on devrait enregistrer justement par an pour créer de la richesse et des emplois? Oui, ça dépend maintenant. Est-ce que c'est purement comptable, c'est-à-dire qu'on doit atteindre, comme d'ailleurs le préconise le nouveau modèle de développement, un niveau de croissance autour de 6% pour justement créer un certain nombre d'emplois à même d'absorber le surplus sur le marché de travail? Ou c'est toute une question structurelle de notre économie qui peut-être enregistre des points de croissance, mais ne crée pas assez d'emplois, de postes d'emploi? Oui, c'est une structure économique, malheureusement, qui n'encourage pas à la création de plus d'emplois,
Parce que s'il y a quelques années, un point du PIB permettait à l'économie de créer autour de 25 000, et même pour un petit peu à la marocaine d'allonger, on peut dire même jusqu'à 30 000 postes pour un point du PIB. Depuis quelque temps, avec l'évolution de la technologie, de l'information, de l'informatique et des techniques, et bientôt ça va être l'intelligence artificielle, un point du PIB actuellement crée autour de 14 000, 15 000 postes de travail. Donc plus on avance en termes de progrès, plus on crée moins de postes. Et avec l'intelligence artificielle d'ici une vingtaine d'années, ça va être catastrophique et il faut dès maintenant réfléchir au problème de l'emploi et du chômage, surtout à travers la question du fameux revenu universel, parce qu'une partie de la population, quel que soit son niveau, ne va jamais travailler et ne va jamais trouver d'emploi, et pour lui assurer le bien-être. Donc c'est à l'État, à travers le système du revenu universel, pour permettre à la population plus ou moins de vivre dans la dignité. Actuellement, les principaux postes qui créent plus d'emplois au Maroc, c'est l'agriculture. Exact. Donc on est à la 3e année de sécheresse, mais également les travaux publics et les constructions. Et lorsque vous analysez le poste travaux publics construction, il y a une forte baisse de la demande dans le secteur. Par voie de conséquence, ce sont des emplois qui sont détruits. Et si je prends les chiffres de l'année 2022, c'est essentiellement, bien sûr, l'agriculture, suivi, bien sûr, par les travaux publics et les constructions. Donc, il faut remodeler l'économie, il faut revoir le système et il faut, bien sûr, essayer comment apporter des solutions, au moins sur le plan social, à ces, je pense, autour de 300 000, 350 000 qui arrivent chaque année au niveau du monde du travail. Et surtout, cette question d'emploi ou bien de chômage touche plus ou moins les gens qu'on a formés dans les universités et les grandes écoles. Plus le diplôme est élevé, et moins de chances de trouver un job au Maroc. Voilà un petit peu. Oui, ce qui est intéressant aussi à soulever, vous faites bien de le relever, professeur Raj, c'est que ces étudiants-là, ils ont coûté de l'argent à l'État. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été formés dans les universités gratuitement. Ah oui, c'est un coût, la formation. C'est un coût. Même lorsque les ménages... C'est-à-dire qu'on investit dans la formation de cette jeunesse et finalement, le retour sur investissement, il est non seulement nul, mais il est négatif en fait. Il est négatif, mais il va profiter essentiellement au monde développé parce que lorsque vous analysez les départs définitifs des diplômés qui quittent le Maroc, les médecins, les ingénieurs, vous avez une population très nombreuse qui a coûté à l'État marocain, qui a coûté à l'économie marocaine, qui a coûté aux familles, même ceux qui ont été formés dans le privé. Et en fin de compte, c'est l'Occident qui le retrouve tout simplement comme produit fini pour intervenir directement dans leur économie. On ne va pas leur interdire de quitter le territoire. Le Maroc est un pays libre. Oui, et puis ça rentre dans la globalisation, enfin la mondialisation en anglais. Mais ça rentre un peu dans le concept de mondialisation. Oui, c'est pareil pour le marché du travail est mondialisé. Mais il y a un avantage concernant les Marocains, c'est qu'ils n'oublient jamais leur pays. Exact. Une fois arrivés quelque part, et une fois stabilisé, et une fois le revenu assuré, le premier réflexe, c'est le pays. Ils jurent de tous les dieux du monde qu'ils ne vont plus revenir au pays, mais une fois la situation stabilisée, croyez-moi, ils vont revenir pour passer des jours de vacances, donc ils vont dépenser, ils vont contribuer à travers leurs dépenses à l'économie du pays. Exact, et à travers aussi les transferts des Marocains du monde qui constituent une manne très importante, considérable dans le budget de l'État. Avant de parler du budget de l'État, justement, toujours par rapport à ces chiffres qui ont été annoncés par lapsus révélateur, par le HCP, parce que je voulais vous interpeller, professeur Arrafi. La Banque mondiale avait parlé d'une hausse du PIB de 1,3% en 2022. Or, le HCP, quelques mois plus tard, parle d'une hausse de 4,4% sur un an. Comment comprendre ce gap? Parce que là, on ne parle pas de centièmes ou de... Voilà, on parle quand même de 3 points. Effectivement, le décalage entre les deux sources d'information, l'une internationale, l'autre nationale, vraiment, elle crève les yeux. Oui. Et donc, cela, d'abord, devrait nous interpeller à répondre à un principe fondamental dans la gestion budgétaire et dans l'équilibre économique, c'est le principe de la sincérité. Est-ce qu'on est sincère dans nos chiffres?
jusqu'à l'heure actuelle, on a plusieurs sources qui déclarent le taux de croissance. Il y a le HCP, il y a le ministère des Finances et parfois la Banque centrale. En l'absence d'un Conseil supérieur des finances publiques, qu'on le retrouve partout dans pas mal de monde, bon, on y croit. On ne dit pas que le HCP, c'est une institution qui ne manquait pas de crédibilité pour déclarer les chiffres. Il fait des enquêtes perpétuelles. Et donc, la Banque mondiale elle procède par échantillons et des études sporadiques. Mais je pense que la question n'est pas là. D'abord, il faut expliquer le taux de croissance au Maroc. Ah, de la pédagogie. Oui. Quel en est le profil du taux de croissance? Quand vous me dites 2, 3, 4, etc., d'abord, quand je dis quel est le profil de croissance, c'est-à-dire comment on crée de la richesse. Alors, est-ce que ce taux, quand il augmente ou quand il diminue, il est tributaire de quoi? De quel secteur? Souvent, c'est l'agriculture. Lorsqu'il n'a pas l'air de pleuvoir, on a le taux, le PIB. Le PIB agricole, il impacte le PIB non agricole, parce que nous avons une économie qui se base essentiellement sur la demande. Deuxièmement, est-ce que le taux de croissance il est suffisant? Maintenant, comme l'avait signalé mon collègue Sterraj, c'est paradoxal qu'on trouve un taux de croissance qui vient d'augmenter, et de l'autre côté, son impact sur l'emploi, il est contrasté. Et donc, vous avez presque 11,3, on a grimpé vers 13, quelque chose. Et donc, en principe, un taux, effectivement, d'après les études de benchmarking international, en moyenne, un point en taux de croissance, il vous crée 30 000 emplois, indirects et directs. Exact. Aujourd'hui, et pire encore, c'est que ce phénomène de chômage, il touche les habitants de 25 ans, de 15 ans de 18 ans à 24 ans, en plus. C'est le taux le plus important des personnes qui sont touchées par le chômage. Aujourd'hui, il y a un concept important que je pense même le gouvernement l'adopte, c'est la croissance inclusive. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez dire aux simples citoyens, on a un taux de croissance de 4,4, quel en est l'impact sur ma situation, sur mon vécu quotidien. Et donc, mais ce qui est intéressant, c'est parce que ce sont les entreprises. Et là, c'est dit aussi dans cette note du HCP, la contribution du secteur des sociétés financières et non financières s'est améliorée. Donc les entreprises, elles ont contribué à ce PIB. C'est passé d'une contribution de 43,7% en 2021 à 45,3% en 2022. Mais on doit... Est-ce que c'est toujours les mêmes qui payent peut-être? Non, parce que jusqu'à l'heure actuelle, le premier investisseur, c'est l'État. Oui. Ce n'est pas le secteur privé, c'est l'État qui est le premier investisseur et c'est le premier créateur de formation brute de capital fixe. Et donc la formation c'est à travers de cet indicateur, cet agrégat macroéconomique qu'on calcule la valeur ajoutée, qu'on calcule aussi le PIB. Oui. Et donc, aujourd'hui, c'est celui qui a fait le calcul qui doit expliquer d'où vient cette augmentation de 4,4%. Est-ce que c'est... Parce qu'il y a des pays, par exemple dans le pays de Golfe, qui ont tous les problèmes économiques du monde, ils réalisent un taux de croissance qui peut aller jusqu'à 9%, l'exemple de l'Irak. Mais quand on cherche la source, c'est une source extraordinaire, c'est-à-dire que la flambée des prix du pétrole et du gaz qui a créé... Nous, lorsqu'on dit qu'on a créé de la croissance économique, est-ce qu'on est devenu un pays industriel? C'est-à-dire que la machine industrielle a bien fonctionné, ou le secteur de services. On ne peut pas tabler sur le secteur agricole parce que même le Maroc, il se portait pour un pays agricole, mais en fait, c'est un pays rural. Donc, pays agricole signifie au-delà, la contribution de PIB, c'est au-delà de 25%. Jusqu'à l'heure actuelle, avec toutes les réformes qu'avait connues le secteur, avec toutes les exonérations dont le secteur a pu bénéficier, on n'a pas pu dépasser les 20%, entre 17, 18 maximum, etc. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'il y ait un débat, et je pense qu'il y a pas mal d'études là-dessus pour expliquer le taux de croissance au Maroc. Quel est son profil? Est-ce qu'il est suffisant? Et qui impacte négativement ou positivement le taux de croissance? Ça, c'est dans l'économie formelle. Mais on ne doit pas oublier aussi, il y a plusieurs informations économiques
qui ne sont pas intégrés dans la comptabilité nationale, qui échappent à la comptabilité nationale. Tout à fait, oui. Et donc, je pense, aujourd'hui, il faut qu'il y ait aussi un débat sur le bon calcul des agrégats de la comptabilité nationale, afin qu'on ait une image fidèle. Et surtout avec les normes EBSAS que l'État est en train d'adopter aujourd'hui. De quoi s'agit-il? Alors, s'agit-il, vous avez parlé de quelque chose, on aimerait bien comprendre ce que c'est pour que nos téléspectateurs aussi Par exemple, l'État il a adopté dans la loi organique, je pense que c'est l'article 10, etc., le principe de la sincérité budgétaire. Qu'est-ce que signifie? Ça, c'est un principe qui est inspiré des principes comptables qu'on retrouve au niveau du secteur marchand, au niveau des entreprises, les normes EFRS. Bon, les spécialistes en la question à l'échelon international, ils ont adopté des normes qui s'inspirent de ces normes comptables utilisées dans le secteur privé pour les appliquer dans les secteurs non marchands qui les accueillent. On les appelle communément les normes EBSAS. Le principe de la sincérité signifie que les chiffres que déclare l'État, ils devront retracer l'image fidèle de l'État. C'est-à-dire que, on doit relativiser ceci, parce que l'image fidèle de l'État, ça nous ramène techniquement à la question de l'évaluation de l'actif. Et donc, aujourd'hui, si on voit dans l'actif de l'État, Bab Rouah, par exemple, il est calculé, il est évalué à un dirham symbolique. Donc, on ne peut pas appliquer le principe de l'image fidèle. Je ferme la parenthèse technique. Mais ce qui est important, c'est que on devrait être simpliste, on devrait être simple et non simpliste, comme le disait Balzac. En déclarant des chiffres, il faut qu'on aille des explications qui sont intelligibles, facilement compréhensibles par le humble citoyen qui est en train de se demander où va l'argent, est-ce qu'on va évoluer ou pas, quel en est le sort de développement, pourquoi l'inflation est devenue tellement structurelle. Si vous le permettez, parce que le ministre en charge du budget, Fawzi El-Qja, a mis l'accent justement dans une de ses interventions devant les élus de la nation sur le fait que, je cite, les taux de croissance ne sont pas déterminés par des hypothèses, mais plutôt par des politiques économiques de développement considérées comme le seul moyen viable de favoriser la création d'emplois. Fin de citation. C'est simplement, je peux vous expliquer ça parce que... Non, parce que ça résume un peu ce qu'on est en train de discuter depuis 10 minutes. C'est plutôt une affirmation. Oui. Mais c'est pas, pas une démonstration. C'est pas une théorie économique, parce que la théorie économique, qu'est-ce qu'il disait? C'est simple. Le taux de croissance est point de l'évolution du PIB. Le PIB, il provient de la valeur ajoutée, la somme des valeurs ajoutées. La valeur ajoutée, il provient de la formation de capital fixe. Si vous investissez, vous aurez de la croissance. Si vous ne investissez pas, vous n'aurez pas de la croissance. Très bien. Ça, c'est l'élément basique. Mais l'élément politico-économique, il disait que chaque gouvernement, qu'est-ce qu'il cherchait au juste? C'est la paix sociale. Alors justement, est-ce que Merci, vous m'avez facilité la transition. Parce qu'il faut qu'on parle de cette loi de finances. Ouais. Donc elle a été votée, c'est bon. Là, on peut parler d'une loi de finances. On n'est plus dans le statut de projet. Oui, la loi de finances a été votée par nos élus dans les deux chambres, première, deuxième lecture. Est-ce qu'elle préserve les équilibres? Et j'en parlais dans mon introduction, c'est pour ça que j'ai dit équilibre au pluriel, les équilibres macroéconomiques ou les équilibres sociaux, messieurs? Professeur Raj, voix dubitative sur cette question. Non, les équilibres tels qu'ils sont affirmés parfois sont contredits parce que les équilibres, il y a une reprise d'un principe édicté par la Constitution parce que le budget de l'année doit tenir des grands équilibres économiques et financiers de l'État. Oui. Et là, c'est de la responsabilité du chef de l'État. C'est lui qui préside le Conseil de ministres et il a son mot à dire concernant la question des équilibres. Maintenant, lorsque je reprends le projet de budget et maintenant le budget définitif, on a maintenu les mêmes éléments annoncés à la base de la présentation du projet de loi de finances, à savoir un taux de croissance de 3,7, un taux d'inflation de 2%, une production agricole de 75 millions de quintaux, et bien sûr... Amin. Et lorsque je reprends le budget, je retrouve les mêmes chiffres entre le projet et le texte définitif. Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qu'on a changé dans le projet de budget? Et comme ça a été lors d'une ancienne émission, même sur ce plateau, l'État ou là, le gouvernement avait rétro-pédalé parce qu'il y avait des mesures fiscales qui étaient en contradiction avec l'affirmation de ce gouvernement qui dit qu'on a un projet de loi
qui est un projet qui tient compte des aspirations des Marocains et surtout de l'État social. Ouais. Et ces mesures ne sont pas passées sans discussion et parfois avec violence, qu'il s'agisse de la première chambre et de la deuxième chambre, parce que le gouvernement avait annoncé officiellement qu'il allait réformer la TVA, mais à la place d'une réforme, on s'est retrouvé devant un bricolage. Je m'excuse pour l'expression. Ce qu'ils ont appelé alignement progressif de la TVA. C'est du bricolage. Quelqu'un qui ne connaît pas la fiscalité, quelqu'un qui ne maîtrise pas la fiscalité ne va rien comprendre. Maintenant, pour expliquer aux citoyens pourquoi c'est produit, avant d'arriver au taux et les alignements. Parce que lorsqu'on a introduit ces mesurettes en matière de TVA, en fin de compte, les mesures portées sur l'eau, c'est la consommation de tous les Marocains, quel que soit le revenu, quelle que soit leur richesse. On ne peut pas passer outre de la consommation, sinon c'est la disparition biologique. Donc, qu'a fait le gouvernement? Le premier poste à toucher, c'est la consommation de l'eau des ménages. Le deuxième poste que le gouvernement a touché, c'est l'électricité. On ne peut pas faire l'impasse sur la consommation d'électricité. J'ai l'impression comme si notre gouvernement veut nous faire rétrograder et revenir à l'âge de la pierre taillée. Comment peut-on vivre actuellement? Oui, comment peut-on vivre sans électricité? Comment peut-on vivre dans un cadre adéquat et de qualité en termes de vie si on ne consomme pas l'électricité, si on n'utilise pas un ensemble de biens et matériels à consommation domestique? Je prends pour une dame un séchoir. Parce qu'on a gardé, c'est 30% en matière de TVA, on l'a fait passer en matière de droits de douane. On l'a fait passer de 2,5 à 30%. La même chose pour les micro-ondes. Et essentiellement, ça touche la classe moyenne. Moi, je me retrouve en tant que Mohamed Rej comme cible visée par ce gouvernement parce que chez moi, je consomme ce genre de matériel pour assurer le bien-être à moi-même et aux membres de ma famille. Mais du coup, est-ce que cet équilibre social est maintenu? Est-ce qu'on va plutôt justement s'appuyer un peu davantage sur cette classe moyenne pour aider aussi les classes les plus défavorisées parce qu'on est engagé dans une réforme? C'est le contraire. On est en train de s'attaquer à la classe moyenne. Déjà, lors de Corona, une bonne partie de la classe moyenne avait perdu son revenu et a quitté la classe moyenne pour aller renforcer les classes pauvres, parce qu'ils ont perdu de l'emploi ou ils ont perdu le revenu. Maintenant, avec les dernières mesures prévues par la loi de finances 2023 et la loi de finances 2022, on attend à ce que cette classe moyenne soit traitée correctement, à la fois au niveau des mesures sur le plan fiscal, mais également au niveau des mesures de la politique générale. Je parlais tout à l'heure de l'exemple du matériel domestique consommé par les ménages, soi-disant que nous payons beaucoup pour la production de l'électricité, mais là, il faut chercher l'argent là où il se trouve. Ce n'est pas chez la classe moyenne. La classe moyenne attend à ce que son revenu s'améliore et son train de vie s'améliore. Et j'attends toujours personnellement avec impatience les promesses du gouvernement pour la mise en place de l'impôt sur le revenu. Parce que jusqu'à présent, ce sont les classes moyennes qui payent l'impôt sur le revenu, essentiellement les salariés, pour arriver aux mesures prises par le gouvernement en matière de TVA. Donc, on a touché l'eau. Alors justement, juste pour qu'on on rappelle à nos téléspectateurs que l'augmentation de la TVA sur l'eau, elle passe de 7 à 10% dès l'année prochaine. Pour l'électricité, elle passe à 16% à partir donc, du 1er janvier 2024 pour augmenter davantage de 2% supplémentaires, donc s'établir à 18% en 2025 et rajouter encore 2% en 2026. En gros, cette TVA sur l'électricité va augmenter de 4% en 3 ans. Voilà. Oui, c'est 4 points. 4 points, voilà. Donc, ça fait des recettes supplémentaires pour l'État. D'ailleurs, à titre d'information, si quelqu'un va consulter le document qui est donné comme annexe au projet de loi de finances, c'est la programmation budgétaire triennale. L'État s'attend à une augmentation de recettes de 1,92 milliard de dirhams en 2026. Donc, ces mesures prises en matière de l'eau, d'électricité, de transport des voyageurs et des marchandises avaient essentiellement un objectif purement financier, comment augmenter les ressources
Donc, en d'autres termes, c'est la fonction financière, ce n'est pas la fonction sociale, parce qu'elle est en contradiction avec la fonction sociale. Déjà, la classe moyenne, à titre d'information, paye l'impôt sur le revenu gagné, et plus particulièrement les salariés parce qu'ils sont ponctionnés à la source. Vous devez savoir, à titre d'information, les salariés versent au budget de l'État l'équivalence de presque 80% de recettes fiscales. C'est comme si les classes moyennes et les salariés sont les millionnaires de ce pays. Mais c'est toujours les mêmes qui payent, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ce sont toujours les mêmes qui payent. Et là, on revient encore, c'est le serpent qui se mord la queue, élargir l'assiette fiscale, oui, mais comment? Oui. Deux mesures de ces classes moyennes. Comme l'État est défaillant au niveau d'un ensemble de services publics, essentiellement la santé et l'enseignement, ces classes moyennes réservent une partie de leur salaire pour l'affecter à la scolarisation de leurs enfants et aux soins de santé. Donc, en d'autres termes, nous payons un impôt directement au Trésor à travers le prélèvement à la source et un autre impôt, si vous voulez, entre guillemets, c'est à travers la prise en charge d'un ensemble de dépenses, en principe, qui incombe à l'État. Ça n'incombe pas aux ménages. Maintenant, comment augmenter? C'est très simple. Moi, je demande à ce que le barème de l'impôt sur le revenu soit revu. Il faut que tous les revenus appartenant à la même personne soient additionnés dans la même assiette fiscale. Alors qu'actuellement, vous avez des revenus, essentiellement les revenus générés par le capital madame, qui payent 10%, ou bien 15%. Oui, et là, on reviendra à parler de l'impôt sur la fortune. Non, c'est autre chose. Je ne parle pas de l'impôt sur la fortune. Moi, je ne suis pas partisan de l'impôt sur la fortune. Je dis l'impôt sur le revenu. La Constitution marocaine, dans son article 39, dit une chose simple. Les contribuables doivent contribuer à la couverture des charges publiques, chacun selon sa capacité contributive. Si je prends un élément, la sécurité, assurée par l'État marocain, elle profite à tous les Marocains qui payent l'impôt, bien qu'ils ne payent pas l'impôt. Lorsque je prends les infrastructures, tous Marocains, même les étrangers qui vivent sur notre territoire, sont autorisés à utiliser toutes les infrastructures. Mais financées par qui? Par l'État. Mais grâce à quoi? Grâce à l'argent des contribuables. Vous avez un Mohamed Raj qui est retraité et qui paye 38% sur sa pension de retraite, et vous avez un capitaliste qui gagne les milliards, je n'ai pas envie de donner des noms, qui gagne des milliards en toute légalité, c'est prévu par la loi. Mais vous n'êtes pas pour l'impôt sur la fortune. Non, je ne suis pas pour l'impôt sur la fortune, il ne va rien rapporter. Donc, il va payer, s'il vous plaît, il va payer 10%, si je prends maintenant les dividendes, ou bien il va payer 15% sur les plus-values des actions, ou bien 20% sur les profits fonciers. Donc, dans le cadre de la justice et de l'équité fiscale, il faut que toutes ces personnes payent l'impôt, pas séparément, mais dans le cadre de l'impôt global. Je demande à ce que les tranches de revenus soient élargies et en même temps pour tenir compte de l'inflation. Oui, mais l'IR, ce n'est pas pour tout de suite. Et ça fait partie de l'agenda initial de l'exécutif, c'est de commencer par la réforme de l'IS, c'était pour 2023, la réforme de la TVA, c'est pour 2024, et même s'il y a eu une pseudo-annonce comme quoi l'IR allait figurer dans ce projet de loi de finances qui est aujourd'hui voté, arrêté, eh bien l'IR, ce n'est pas pour tout de suite. Oui, mais c'est pour l'année prochaine. Moi, je trouve ça anormal parce que les recommandations des assises fiscales Srerat avaient recommandé de commencer par une réforme pour respecter un petit peu la pédagogie fiscale, de réaliser cette réforme sur 5 ans. Je prends la loi cadre qui était promise en juillet 2019. On a attendu 2 ans, c'est jusqu'à juillet 2021. Puis après juillet 2021, le premier élément de la réforme, c'était l'année dernière en 2023. C'était l'IS. Avec les taux de... On n'a pas réformé l'IS. On a réformé, changé les taux sous la pression internationale, parce que le Maroc, en adhérant à un ensemble de systèmes de libre-échange, et en même temps, le Maroc, en bénéficiant de la levée de la liste grise, à la fois la fiscalité, ouf la réforme, bien sûr, du blanchiment de l'argent, malheureusement, il a obéi
à un ensemble de mesures ou là, de recommandations de l'étranger, on a commencé par les choses les plus faciles, l'IS. Et puis suivi par la TVA. En tout cas, ce qui ne sera pas facile, c'est l'IR. Oui, l'IR va chauffer. C'est sûr. Alors. Et va fâcher. Il va chauffer et fâcher. Oui. Et pas faucher, j'espère, en tout cas. Bon. Professeur Arafi. Sur cette question d'équilibre. Oui, déséquilibre. Ah. Mais je pense que c'est... Avant de parler Elle mérite 2 émissions, cette question des équilibres. Parce que l'équilibre, c'est un grand principe au niveau de la loi, de la organique des finances. Parce qu'on parle de l'équilibre financier. Tout à fait. Et l'équilibre économique. Et puis, on peut parler d'autres équilibres, tels que les équilibres sociaux, etc. Parlons d'abord de l'équilibre quantitatif financier. Est-ce qu'il est respecté ou pas? Moi, je me pose une question. Les parlementaires, ils ont présenté presque plus que 400 amendements. 21 amendements ont été acceptés en termes de recettes. Sachant que constitutionnellement, je ne sais pas que c'est recevable ou pas. Mais la question que je me pose, quelle est l'élasticité de ces amendements sur le tableau d'équilibre? Ça ne veut rien dire de proposer un amendement et garder le tableau d'équilibre tel qu'il est. On présente un amendement, signifie qu'il y a un changement dans leur... Le gouvernement avait projeté presque 311 milliards de dirhams en termes de recettes. De recettes, oui. Oui. Il y a 21 amendements en termes de recettes. Quel est l'impact de ces amendements ou l'élasticité de ces amendements sur ces 311 000? Est-ce qu'il va diminuer? C'est pour ça que je posais la question dans mon introduction. Est-ce que vraiment ces réformes-là vont avoir un impact ou un résultat? Non, je pense, moi je considère cette faragha qui me contrôle parce que ça ne veut rien dire qu'on n'aura pas un autre tableau d'équilibre, les équilibres, le tableau d'équilibre financier, qui sont le résultat de ces amendements. On garde le même tableau, on garde les mêmes chiffres. C'est comme on a un hiatus entre ce qui est proposé comme amendement et les tableaux. Ça, c'est une grande question qui est liée à la sincérité des chiffres. En parlant de l'équilibre économique, bon, l'économie, ça, c'est quelque chose de très complexe. L'équilibre économique, si on suit le carré magique de Calder, donc celui qui parlait de l'équilibre. Donc, il faut faire une bonne mise en cohérence entre les grands indicateurs macroéconomiques. Les indicateurs macroéconomiques, taux d'inflation, il faut qu'il soit maîtrisé. Il faut un taux d'activité ou d'emploi valable, un taux de croissance au-delà de 6 ou 7%, et puis un solde extérieur qui n'impacte pas négativement l'économie. Donc ça, c'est l'équilibre économique. Mais là, on ne le retrouve pas. C'est-à-dire, est-ce qu'on a retrouvé cela dans les débats quand même? L'équilibre économique, c'est une notion philosophique, attention. C'est pas quelque chose qu'on peut... parce qu'à un certain moment, les États occidentaux ont sacrifié l'équilibre économique en admettant des déficits cycliques pour tabler sur une croissance à long terme. Donc, peut-être vous êtes en train de créer des déficits, mais vous avez un visionnement à long terme pour qu'on soit plus crédible dans nos analyses. En ce qui concerne l'équilibre social et l'équilibre économique, il y a une théorie qu'on s'appelle la théorie de ruissellement. C'est-à-dire, théorie de ruissellement. Cette théorie de ruissellement, il contredit ce qu'adopte l'État aujourd'hui en termes de l'État social. Parce que ce qu'adopte aujourd'hui l'État en termes de théorie économique, l'État social bismarckien tel qu'il est développé dans les années 80, ce n'est pas l'État de l'assistanat. C'est différent. L'État social dans la théorie économique, ce n'est pas l'État de l'assistanat qui donne des subventions et il essaie de subvenir les populations demain. L'État social signifie qu'il faut développer l'économique. C'est comme le développement de l'activité économique qui doit créer le développement social comme un ruissellement. Oui, mais un ruissellement, ça veut dire qu'on doit aussi faciliter la tâche aux grandes entreprises pour que, justement, la richesse puisse ruisseler. Alors qu'on ne peut pas dire que... Est-ce qu'aujourd'hui, l'économie marocaine ne facilite pas la tâche aux grandes entreprises? Vous savez, aujourd'hui, je pense les développementaristes et aussi qui travaillent sur la croissance, bon, les sources de la croissance, il y en a deux.
Bon, il y a l'industrie, ça c'est classique. Il y a l'économie immatérielle. Aujourd'hui, c'est la technologie. Il n'y a pas de technologie sans savoir. Il n'y a pas de savoir sans recherche scientifique. Donnez-moi un seul pays dans le monde qui a créé de la richesse, à part les pays rentiers, qui a créé en dehors de la recherche scientifique. Donc c'est très difficile de parler aujourd'hui d'une croissance économique réelle, inclusive, durable et suffisante en marge d'un pays qui s'industrialise. Et quand je parle de l'industrialisation, il n'y a pas d'industrialisation sans la recherche scientifique. Aujourd'hui, le gouvernement, il lance tout un tapage médiatique autour de l'industrialisation, etc. Mais quand je vois ce tapage, et du côté on voit que le Maroc, il réserve 0,8% de PIB à la recherche scientifique, mais de quelle industrialisation parle-t-on ? Soyons sereins. L'industrialisation signifie la recherche scientifique. Signifie qu'il y a un mariage entre les universités et les centres de recherche, s'il y en a, Exact. et le secteur, les opérateurs économiques. Je pense qu'on n'a pas encore atteint ce stade. Et donc, si on veut créer de la richesse et créer la croissance, et par la croissance, on crée du développement, parce que tous les gouvernements dans le monde entier, qu'est-ce qu'ils cherchaient ? Ils cherchaient la paix sociale. C'est ça, tous les gouvernements. Cette paix sociale ne peut se réaliser en marge de développement. Le développement exige la croissance économique. La croissance économique exige une formation de capital fixe. La formation de capital fixe exige l'investissement. L'investissement, il exige une épargne. Une épargne, soit vous le cherchez, soit vous allez l'interpeller de l'étranger. Et donc, aujourd'hui, il n'y a pas source de création de richesse à part de travailler et d'être créatif. Et ce sont les deux grandes questions que chaque gouvernement doit y répondre. Parce que sans valeur de travail, parce qu'aujourd'hui, les problèmes de l'économie nationale, ce n'est pas même dans la question de climat ou la sécheresse. Il y a d'autres pays bien développés, ils ont des conditions climatiques pires que nous. Aujourd'hui, moi, je peux vous résumer la problématique de l'économie marocaine en trois facteurs essentiels. Le premier facteur, c'est la productivité. Ce qu'on appelle la productivité totale de facteurs. Lorsqu'on finance un projet, est-ce qu'il va dans le bon sens ? Ça, c'est l'argent. Le travail. Lorsqu'on forme quelqu'un, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce qu'on forme quelqu'un ? Est-ce qu'il est dirigé dans le secteur dans lequel il peut émerger, où il peut profiter de ça ? Ça, c'est le facteur travail. Oui. Et lorsqu'on construit l'infrastructure et ce qu'on appelle la terre, est-ce qu'on fait des infrastructures comme support à l'activité économique ou pas ? Ça, c'est le premier problème. Et je pense qu'il y a des rapports sur ce qu'on appelle le PTF, productivité totale de facteurs, je pense, qui ne sont pas tout à fait satisfaisants. C'est que si on mélange le travail, l'argent, etc., est-ce que vraiment on a une productivité au service de l'économie ? Ça, c'est le premier fléau. Le deuxième problème c'est la compétitivité avec toutes ses facettes. La compétitivité de l'entreprise marocaine et la compétitivité de l'économie marocaine. L'investisseur, chaque investisseur, il pose deux questions. La première question, combien je vais gagner ? Il fait son calcul théorique pour évaluer la rentabilité de son projet sur le plan financier, commercial, etc. La deuxième question, quelle est la crédibilité de son calcul dans le contexte dans lequel il doit investir ? Et cette question, c'est l'État qui doit répondre à cette question pour drainer l'investissement. Le troisième problème, c'est le financement de l'économie. Qui finance l'économie ? Alors, en parlant de financement de l'économie, le budget, certainement, est sous pression. On a eu cet accord, surprise ou pas, on l'attendait, avec les enseignants. Combien devrait-il coûter ? J'ai vu ce chiffre. Oui, 9 milliards. 9 milliards. Sur 2 ans. Sur 2 ans, oui. C'est 9 milliards sur 2 ans, ça veut dire 4 milliards et demi. 4 milliards et demi. Et encore, les grèves sont toutefois maintenues. Mais ce n'est pas notre débat ce soir. 4 milliards et demi supplémentaires qui n'étaient pas prévus dans le PLF, dans cette loi de finances. Est-ce que pour 4 milliards et demi, on va faire des rallonges, comme l'année dernière ? Il y a pas mal de choses qui sont prévues dans la loi de finances, on ne sait pas d'où vient l'argent.
Les 60 D'abord, milliards. on n'est pas, on va parler de où vient l'argent. L'un des Mais- rubriques. Écoutez, Les D'accord. dépenses accidentelles, chaque année, la loi de finances. les dépenses imprévues. Oui, donc, oui. ils ont les Mais possibilités. ça, de c'est faire. pas les rallonges. On parle pas de rallonge, on parle pas de loi de Non, 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 finances non, ils vont faire des rectificative. redéploiements à l'intérieur de ministères, etc. Ils vont faire des. Tout simplement, chaque année, par prudence, on programme les dépenses imprévues et les dépenses accidentelles. Ça peut être un tremblement de terre, l'aqdrallah, demain une guerre, ainsi de suite. Donc, pour moi, d'ailleurs, c'est l'une des réponses de Serja lorsqu'il a été interpellé pour cette question. Moi, le budget va faire face à cette partie. Ce qui est urgent, c'est de prendre un décret, parce que c'est le décret qui décide du statut de l'enseignant, mais également la contrepartie en termes d'augmentation de salaire. De salaire. Et là, on n'a pas besoin du Parlement, c'est le chef de gouvernement qui va prendre tout C'est pas simplement un- le décret. Ouais, comme pour le décret du statut unifié. quoi. En cas de besoin. D'ailleurs, le budget n'est pas dépensé à 100%. Donc, en termes de trésorerie, l'État il a 36 000 solutions pour trouver les 4 milliards. Donc, C'est pas bien méchant. c'est bien. Donc, de pour la toute bonne façon, cause. Et pour la dette, puisqu'on parle de pression sur le budget, où on va ramener cet argent? Comment on va financer tout cela? Moi, lorsque j'avais feuilleté pour la première fois le projet de budget, et lorsque 60 j'ai milliards, là. essayé de voir comment le déficit va être financé, j'ai trouvé bien sûr qu'il y avait déjà un budget qui est déficitaire, même au niveau du budget ordinaire. C'est-à-dire tout simplement, ça fait 3 ans ou 4 ans, l'État marocain n'arrive même pas à boucler les charges ordinaires, c'est-à-dire les salaires et le niveau de vie de l'État, et les ressources ordinaires, c'est-à-dire les impôts, plus les produits des domaines et des actions. Cette année, c'est déficitaire pour 6 milliards. L'année dernière, c'était déficitaire pour 7 milliards. Lorsque vous allez ajouter les investissements programmés cette année, c'est 118 milliards, donc le déficit passe à 124 milliards. Et lorsque vous allez ajouter les remboursements en capital de la dette à la fois intérieure et extérieure, vous allez arriver à un déficit, le déficit budgétaire que nous enseignons à nos étudiants dans les facultés d'économie et de droit. Et c'est là le vrai déficit budgétaire, à savoir 187 milliards. Et puis, lorsque vous allez faire appel aux emprunts intérieurs et extérieurs, donc vous avez 53 milliards au titre des emprunts intérieurs et 70 milliards pour les emprunts extérieurs. Moi, j'avais posé la question, à un certain moment, peut-être l'État, le gouvernement va profiter de la levée de la fameuse sanction de la liste grise et qu'il va s'adresser au marché financier tout en sachant à l'avance que le marché financier international passe de mauvais moments. Donc avec l'augmentation des commissions, des taux d'intérêt et des incertitudes. Donc par voie de conséquence, on se dirige de plus en plus vers l'endettement extérieur. Mais tout ce que je peux tirer comme conclusion, le Maroc s'est affiché des ambitions vraiment grandioses d'ici 2030, 2031 avec le mondial, le TGV, les infrastructures. Donc c'est vraiment de l'ambition. Moi j'appuie et j'approuve. Maintenant, l'autre question corollaire, est-ce qu'on a les moyens qui vont accompagner pour la réalisation de ces ambitions? Et la question se pose. Moi, je dis que le meilleur moyen pour accompagner ces ambitions, c'est l'impôt. Et récemment, j'ai rédigé un petit papier, changer l'impôt pour changer le Maroc. Il y a des milliards qui restent perdus pour le Trésor parce qu'on ne fait pas assez. Il n'y a pas que l'informel. Il y a le formel qui ne paye pas, madame. Ou là, il paye ce qu'il veut payer. À part les salariés qui sont ponctionnés à la source, à part les consommateurs qui sont en face de leur consommateurs et de la TVA, tout le reste, un commerçant est libre de déclarer ce qu'il veut. Donc c'est à l'administration fiscale de faire son boulot en matière de vérification et de contrôle. Je donne un exemple simple. Les contrôles fiscaux ont augmenté de manière exponentielle, pour ne pas dire de plus de 100% sur les 2 dernières années. Chaque année, la DGI
augmente les contrôles fiscaux, mais j'ai envie de vous dire, c'est toujours les mêmes qui payent. Oui, ce sont les mêmes qui payent, et parfois ce sont les entreprises Moi, je parle des entreprises, justement. qui sont contrôlées. Les contrôles fiscaux, en veux-tu, en voilà. C'est-à-dire que ça ne manque pas. Des entreprises qui ont été contrôlées 3 fois en 10 ans. Et il y a des sociétés qui n'ont jamais été contrôlées. Pourquoi donc? Je ne sais pas, il faut poser la question quelque part sur le purement politique. C'est Ce n'est pas un travail technique, c'est un travail politique. J'ai vu récemment, le manque à gagner, c'est autour de 143 milliards de dirhams en termes de fraude et d'évasion sur le plan fiscal. 10% du PIB quand même. Ah oui. Vous avez une étude, pardon, je m'excuse, Oui, il y a une étude faite par le FMI qui parle de 10 points du PIB, c'est le manque à gagner. Et il y a une étude faite par Banque Maghreb, parce qu'ils ont une cellule d'économistes. Oui, il estime que le potentiel, c'est autour de 7% du PIB. Le FMI est une institution internationale. Elle est connue pour son sérieux, même si on ne partage pas ses points de vue. Et vous avez la Banque du Maroc, qui est une banque sérieuse, une banque institutionnelle qui réalise des études. Et probablement la même chose du côté de l'administration fiscale, si on arrive à publier les rapports. Professeur Arafi. Bon, en ce qui concerne d'abord la dette... C'est quand même une équation très difficile, à vous. Oui, c'est-à-dire... ça c'est l'art des finances publiques. Les finances publiques, c'est un art. C'est l'art comment faire un bon recouvrement, c'est-à-dire déplumer la volaille sans la faire crier. Et puis, en même temps, il faut faire des charges qui sont bien ciblées en termes de politique publique. Un financier, c'est un artiste. Et donc, c'est celui qui... Et je pense qu'il n'y a pas une différence dans la logique quand on gère les finances publiques et quand on gère les finances même privées, chez soi. C'est la même logique. Et donc, celui qui gère les finances publiques, il doit être un bon pauvre père de famille. Et donc, lorsque vous pensez de l'endettement, il faut penser à votre potentiel. Parce que le problème, ce n'est pas de s'endetter. Est-ce que vous avez la capacité de rembourser et de ne pas laisser des fardeaux financiers aux générations futures? Il en va de la souveraineté financière du royaume. Ce n'est pas un problème. Les pays les plus développés dans le monde sont des pays les pays les plus développés sont les pays les plus endettés. Le Japon, c'est presque 200%, l'Italie, c'est 120%, mais ils ont la capacité de rembourser. Et nous avons un pays voisin qui n'a pas de dette, mais il est dans le pétrin. Donc, le fait d'être endetté, et même si vous avez atteint, même le Maroc, on n'a pas le bon chiffre sur l'endettement. Ah bon? Ah oui, bien sûr, ce que déclare l'État, c'est uniquement la dette de Trésor, 69,2%, c'est la dette du Trésor, ce n'est pas la dette publique. Et je pense que les rapports de l'accord des comptes, ils ont démenti ce qu'avait dit le gouvernement en disant que la dette marocaine, c'est au-delà de 80%, c'est parce qu'à 90%, parce qu'il y a des établissements publics qui s'accaparent de la partie la plus importante de l'investissement et qui s'endettent au nom de l'État marocain. Et donc, si on ajoute la dette des établissements publics et la dette des collectivités territoriales à la dette de Trésor, vous êtes au-delà de 80. Bon, la question de 60%... Est-ce qu'on ne peut pas partager un peu l'optimisme de notre exécutif? Parce que l'exécutif reste très optimiste par rapport à cette question d'endettement, par rapport à cette question du budget. Même avec ces chiffres, on peut dire, avec toute honnêteté scientifique, que la dette, elle est encore soutenable au Maroc. Elle est encore soutenable. Même déclaration faite même sur ce sujet par la DG du FMI avec Médien TV. C'est soutenable et le Maroc se porte bien. Mais il faut clarifier les choses parce que la gestion de la dette, il faut qu'il soit intelligente. Qui vous emprunte et à quel coût? Parce que la dette, elle a un coût. Vous payez les services de la dette et puis il y a l'amortissement. Bon, les questions de souveraineté. Bon, les institutions de Bretton Woods, ils ont plusieurs formules en fonction de votre stade de remboursement. Et donc, aujourd'hui, au niveau de la loi de finances, et moi, la visite de Sa Majesté m'avait donné la réponse aussi. Quand j'ai vu que pour faire face à 120 milliards de dirhams qui est programmé dans le cadre des mesures post-séisme, ils ont programmé 60 milliards presque. Ils ont dit 60 milliards sources extérieures. Moi, j'ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire source extérieure? Vous savez que l'année passée, on était obligé de procéder par une loi de finances rectificative parce qu'on a dépassé les seuils qui sont prévus par l'article 63 de la loi organique des finances, parce qu'on ne doit pas dépasser un certain seuil. Ce n'est pas la loi de finances rectificative, c'est des rallonges budgétaires. Non, la loi de finances rectificative... L'année du Covid, pas l'année dernière. Non, avant, le 21. Voilà, 2021. Voilà. 21.
Parce qu'on a dépassé les seuils. Et je pense que c'est parmi les principales raisons qui vont pousser le gouvernement à revoir la loi organique des finances, pour éviter cet obstacle. C'est-à-dire l'État... On n'a plus accès, on n'a plus à avoir recours à la loi de finances rectificative. On n'a pas encore le projet, mais je prévois que c'est parmi les choses sur lesquelles il va tabler le gouvernement pour réformer, entre parenthèses, la loi organique des finances, c'est de temporiser cette contrainte de recours à l'emprunt. Mais il faut savoir que le recours à l'emprunt est pourvu aussi de risques potentiels, parce que le fait d'injecter beaucoup de devises, même sur le plan de la politique monétaire, la dette elle peut engendrer de l'inflation aussi. Parce que parmi les contreparties de l'augmentation de la masse monétaire, c'est le solde extérieur. Et quand vous vous empruntez, vous avez plus de rentrées en matière Bon, ça c'est... Mais je pense, ce que je peux saluer dans le projet de loi de finances, c'est la première fois qu'on voit qu'ils disent qu'il faut qu'il y ait une mise en cohérence entre la politique budgétaire et la politique monétaire. Jamais n'a été dit. Et je pense que c'est une bonne chose, parce que nous, les professeurs, on ne critique pas, on fait de la critique. C'est différent. S'il y a quelque chose de bien, on le dit. S'il y a quelque chose qui ne va pas bien par rapport aux normes, on le dit. Voilà. Sur ces mots de sincérité, parce que l'émission a commencé avec justement ce principe de sincérité en parlant de finances publiques, de sincérité et de sagesse, parce qu'il faut beaucoup de sagesse pour gérer ce genre d'équations très compliquées. Cette émission touche à sa fin. En vous remerciant, réitérant mes remerciements à vous, mes chers experts et économistes. Siraj, toujours un plaisir. Merci. Et à vous également. Merci beaucoup, professeur Arafi. Merci à vous pour votre fidélité à Question d'Actu. Très bonne soirée à tous.